En Afrique de l'Ouest, l'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes malgré toutes les mesures prises pour l'endiguer. Un 10e médecin est mort en Sierra Leone après avoir contracté le virus. C'est demain mardi que la justice examinera la demande d'appel du parquet sud-africain insatisfait de la condamnation à 5 ans de prison d'Oscar Pistorius pour avoir abattu sa petite amie. Les habitants de Mani se préparent à subir la tempête Agupit qui perd en force au fur et à mesure de son passage sur les Philippines, où elle a détruit des milliers d'habitations et fait au moins 21 morts. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika, bienvenue à tous. En Sierra Leone, l'épidémie d'Ebola poursuit son ravage malgré toutes les mesures prises pour l'endiguer. Un 10e médecin est mort à Freetown, la capitale, après avoir contracté le virus. L'annonce a été faite ce dimanche par le gouvernement sierra-léonais. Les images. Le docteur Aya Solomon Konoima s'était un samedi soir au centre médical Hastings, proche de la capitale Freetown. C'était au lendemain de la mort de 2 autres de ses collègues, également contaminés par le virus Ebola. D'après le responsable médical Brima Kagbo, il montrait des signes positifs de guérison suite à plus d'une semaine d'hospitalisation. Les décès répétés de médecins et le mode de transmission du virus inquiètent et motivent à intensifier les efforts pour endiguer l'épidémie. Sur 12 médecins ayant contracté Ebola en Sierra Leone, seulement 2 ont survécu et plus d'une centaine de personnels de santé y sont morts. L'Association des jeunes docteurs du pays a exprimé sa grande préoccupation face au phénomène, appelant le gouvernement à consacrer davantage de ressources à la lutte contre le virus Ebola. En 2010, la Sierra Leone comptait un médecin pour 50 000 personnes, soit à peine quelques 120 docteurs pour tout le pays. Des centaines de personnels de santé sont morts en soignant les victimes d'Ebola dans les 3 pays de la région les plus touchés, la Sierra Leone où l'épidémie continue de s'étendre et la Guinée ainsi que le Libéria où elle semble se stabiliser. Cette fièvre hémorragique se transmet par les fluides corporels, rappelons-le, rendant ainsi les personnels de santé particulièrement vulnérables. L'épidémie a fait plus de 6 000 morts en Afrique de l'Ouest en un an, pour plus de 17 000 cas, selon le dernier bilan en date de l'Organisation mondiale de la santé publié le 2 décembre. Au Soudan, les services de sécurité ont arrêté 2 figures de l'opposition. Ceci après que leur formation politique se soit accordée pour unir leurs forces contre le gouvernement du président Omar el-Béchir. L'information a été donnée par un responsable de l'un des partis politiques. Reportage. Le service national de renseignement et de sécurité a arrêté samedi soir Farouk Abdou Issa, le chef des forces nationales de consensus, et Amin Maki Madani, un militant de la société civile. Depuis, aucune communication avec eux et leur lieu de détention demeure inconnu. Les autorités soudanaises n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour commenter ces informations. Les 2 hommes ont signé mercredi à Addis Abeba un accord réclamant la formation d'un gouvernement de transition à Khartoum baptisé l'Appel du Soudan. C'est le premier à réunir un spectre aussi large de partis politiques et de groupes rebelles opposés au président soudanais Omar el-Béchir au pouvoir depuis 25 ans. Parmi les signataires figurent le parti Ouma, des rebelles, des organisations de la société civile et le NCF qui regroupe plusieurs partis d'opposition. Lors d'une conférence de presse ce dimanche, le porte-parole des forces nationales de consensus Mohamed Dia Eddine a déclaré exiger la libération immédiate de Farouk Abdou Issa et de tous les détenus politiques. Il a ajouté que l'Alliance poursuivra son travail malgré ces mesures répressives. Omar el-Béchir, arrivé à la tête du Soudan en 1989 par un coup d'État, a annoncé en octobre qu'il serait candidat à sa propre succession aux élections prévues en avril. Réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, le président soudanais avait lancé en janvier un dialogue national pour tenter de régler les crises multiples qui secouent le Soudan. Un pays appauvri et ravagé par les conflits, notamment celui au Darfour depuis 2003, qui a fait 300 000 morts selon l'ONU. En bref, à présent, c'est demain mardi que la justice examinera la demande d'appel du parquet sud-africain insatisfait de la condamnation à 5 ans de prison d'Oscar Pistorius pour avoir abattu sa petite amie. Inculpé le 14 février 2013 de meurtre de sa compagne, il a été acquitté pour meurtre mais reconnu coupable d'homicide volontaire pour lequel il est condamné le 21 octobre 2014 à 5 ans de prison ferme.
Et nous restons en Afrique du Sud et dans le même registre pour dire que le tribunal doit décider ce lundi du maintien ou non des charges contre l'homme d'affaires chien Dewani, accusé d'avoir commandité l'assassinat de sa femme. Ce riche Britannique d'origine indienne est accusé d'avoir fait assassiner sa jeune épouse Annie, issue comme lui d'une grande famille hindoue originaire de Suède, en simulant un braquage de leur tassi pendant leur lune de miel en 2010. Le 13 novembre 2010, en effet, le couple marié depuis 2 semaines venait de dîner dans un restaurant chic du front de mer du Cap quand leur tassi a été braqué dans un township sud-africain. Le cœur de la jeune femme a été retrouvé le lendemain, une balle dans la nuque sur la banquette arrière du véhicule. Lui-même a affirmé qu'il avait été contraint de fuir sous la menace d'un pistolet sans tempe. Le Zimbabwe à présent, le président Robert Mugabe a officiellement placé son épouse Grace Mugabe dans la course à sa succession. L'homme est au pouvoir depuis 1980, mais son épouse est relativement novice en politique. Au reportage. Avec le poste de présidente de la Ligue féminine, Grace Mugabe, âgée de 49 ans, fait automatiquement son entrée au bureau politique du mouvement dont elle était jusqu'alors simple membre. Sans surprise, Robert Mugabe a aussi été reconduit chef du parti. En revanche, quant à la composition très attendue du parti politique et le choix de ses vice-présidents, il a entretenu le suspense. Ils ne seront connus que mercredi ou jeudi. Je ne peux pas me précipiter pour choisir des gens. Je veux prendre le temps de voir de nouveaux noms, de nouvelles personnes qui vont entrer dans le comité central. Ceux qui ne sont pas ici nous ont dit au revoir. Je ne les vois pas revenir au comité central. Je veux vous remercier et merci du plus profond du cœur d'avoir voté encore une fois pour moi. L'issue ne faisait pas de doute. Personne ne se présentait contre le leader historique qui a également été désigné candidat du parti à la prochaine élection présidentielle prévue en 2018. Il aura alors 94 ans. Un autre prétendant à la succession de Robert Mugabe a été nommé au comité central et garde ainsi ses chances. Il s'agit du ministre de la Justice Emmerson Mnangagwa. Relativement nouvelle dans l'arène politique, Grace Mugabe avait été à la surprise générale désignée en août pour briguer la direction de la Ligue féminine du parti. Elle pourrait avoir envie de parvenir un jour à la tête du pays. Les habitants de Mani se préparent à subir la tempête Agupit qui perd en force au fur et à mesure de son passage sur les Philippines. Le typhon a, selon les derniers bilans, détruit des milliers d'habitations et fait au moins 21 morts. Le typhon Agupit frappe depuis samedi l'est des Philippines en proie à des vents terrifiants et des pluies intenses. Reportage. Le typhon Agupit, le plus important à toucher les Philippines cette année, a balayé ce dimanche l'est de l'archipel, frappé par des pluies intenses et des vents soufflant en rafale à plus de 200 km/h, arrachant toitures et lignes électriques. La tempête venue de l'océan Pacifique a commencé à frapper les villages de pêcheurs de l'île de Samar samedi soir et devrait affecter plus de la moitié de l'archipel, dont des régions du centre-est déjà dévastées il y a un an par le super typhon Haiyan. Beaucoup de maisons, surtout sur le littoral, ont été emportées par des vents violents. Les arbres et les lignes électriques sont couchés, les toits ont tôle arrachés et des inondations enregistrées. Les autorités locales n'ont cependant pas fait état jusque-là de décès dus aux intempéries, ce qui suscite pour l'instant un sentiment collectif de soulagement. En effet, créant une répétition de la ruine laissée l'an dernier par le super typhon Haiyan qui avait dévasté les Philippines le 8 novembre 2013, faisant plus de 7350 morts, les autorités avaient dès vendredi ordonné à des millions de Philippins de se réfugier dans des églises, des écoles et des gymnases, les bâtiments les plus solides de la ville. Pour la seule région de Bicol, au nord de Samar, plus de 600 000 personnes ont été regroupées dans des centres d'évacuation. À Tacloban, l'une des villes les plus durement touchées par Haiyan il y a un an, des centaines de personnes se sont réfugiées dans un gymnase dès vendredi. L'impact du typhon devrait être ressenti sur une bande de plus de 600 km de large, ce qui fait peser une menace sur près de 50 millions de personnes, soit la moitié de la population, selon une estimation du gouvernement philippin. Le typhon serait le plus violent attendu sur l'archipel cette année, a prédit l'agence météo nationale. Il doit toucher 55 des 85 provinces du pays. D'après les prévisions, Agupit devrait atteindre la capitale dès lundi matin.
La réforme environ 66 000. Objectif, accélérer les procédures pour notamment désengorger les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, un maillon essentiel pour aider les étrangers à faire aboutir leurs dossiers. Mais comment fonctionnent ces centres d'accueil? Je vous propose d'aller à la découverte de celui de Châtillon, en région parisienne, géré par l'association France Terre d'Asile. Reportage. Plusieurs fois par semaine, cette Ivoirienne passe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Châtillon. Ce jeudi, elle vient y régler un problème de santé. Tchétchène, Congolais, Nigérian, Ivoirien et depuis peu Syrien, chacun est arrivé ici avec son fardeau de mauvais souvenirs, comme Dorcas, qui peine encore à raconter son exil depuis Kinshasa. Je croyais que j'étais empoisonnée, moi. Alors quand je suis venue ici, la première chose était la santé. Et je suis allée à l'hôpital, on m'a fait des examens, on a confirmé ça, j'ai un problème de coups et blessures là. J'étais traumatisée. Maintenant, je suis calme. 125 personnes sont accueillies ici à Châtillon, 1 sur 4 est en souffrance psychique. Le psychotraumatisme, souvent, il est causé par la proximité de la mort, en fait. Donc, globalement, une personne qui a subi une guerre, qui a vu quelqu'un de proche mourir, ou qui a été torturé, violé. Ils ont souvent mal à la tête, ils n'arrivent pas à dormir, ils font des cauchemars. Et dans les cas les plus graves, des gros problèmes de mémoire. La mémoire qui flanche ou le silence qui s'installe, des signes que les employés du centre d'accueil de Châtillon prennent très au sérieux. Car au moment où le demandeur d'asile plaide sa cause pour obtenir son statut de réfugié, chaque détail compte. Dans son récit, elle disait qu'elle participait souvent en tant que responsable politique à des matchs de foot. Et la question qui lui a été posée, c'était la couleur des maillots de différentes équipes. Et la dame a su répondre, et c'est ce qui certainement lui a permis d'obtenir le statut de réfugié. Être accompagné dans ses démarches par un centre d'accueil, un avantage décisif avant l'entretien avec l'OFPRA, l'organisme public qui décide de l'octroi du statut de réfugié, et surtout un avantage qui fait toute la différence avec les demandeurs isolés. Au CADA de Châtillon, on est à 60% de taux de reconnaissance du statut de réfugié, alors qu'on est plutôt vers 20-25% d'une manière générale pour les personnes qui sont demandeuses d'asile. Mais cette chance n'est pas donnée à tous. Seul un tiers des 66 000 demandeurs obtiennent une place dans un centre d'accueil. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur SICA.